Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette dernière table ronde de la journée qui est consacrée donc à la résilience et à la souveraineté du haut indissociable. C'est un vaste sujet que nous allons explorer sans tarder avec notre panel d'experts. Cédric Cibot-Voisin, directeur des opérations France d'Isivista, William Sadi, directeur adjoint SCCI Hyperscale pour SCC France, Édouard Camoin, VP Résilience pour Outscale Dassault Systèmes, et enfin Eric Vedel, directeur de la cybersécurité pour la France de Cisco France. Alors on peut peut-être commencer par un petit peu défricher le sujet et définir les termes. Qu'est-ce que vous comprenez par le terme de souveraineté, pour commencer? Alors la souveraineté, comme le disait ce matin Guillaume Poupard, c'est un vaste sujet. On peut parler de tout ce qui va être confiance et toute la problématique de la protection de la donnée. Là, dans le cas qui nous intéresse, on est en train de parler de résilience, donc de la capacité à garder un système dans un état de fonctionnement en permanence. Et du coup, la vraie question là qu'on est en train d'aborder, finalement, c'est l'autonomie opérationnelle, c'est-à-dire la capacité, effectivement, dans notre chaîne de fournisseurs, à ne pas se retrouver dans des situations où on n'est plus capable d'opérer, où on n'est plus capable de rendre le service parce que ce fournisseur est en défaut, et parce que ce fournisseur est en défaut, parce que quelque chose d'extérieur, un État, des attaquants ou quoi que ce soit, sont venus le mettre en défaut. Donc là, comme on parle de souveraineté, on est plutôt en train de parler effectivement d'actions liées à de la réglementation extraterritoriale, c'est-à-dire un gouvernement potentiellement qui a décidé de blacklister un fournisseur de services tout simplement, et en le mettant en défaut, en utilisant des fournisseurs qui sont sur son sol, et c'est de ça dont on va chercher à se protéger. Et donc c'est pour ça que là, dans le cas présent, je parle d'autonomie opérationnelle, c'est-à-dire la capacité à pouvoir toujours opérer son service et gérer son service, quelles que soient les situations qui sont en train de se dérouler. Alors moi je dirais bonjour à tous déjà. En fait, pour moi, quand on parle de souveraineté numérique, c'est ça dont on parle, en fait il y a une forme d'antagonisme entre ces deux mots. Je m'explique. Pour moi la souveraineté c'est une notion avec connotation très politique. Donc c'est un État qui est indépendant et qui a autorité sur son territoire et sur ses habitants, les gens qui y vivent. Et quand on parle du numérique, en fait, aujourd'hui c'est compliqué parce que à l'échelle de la toile, du web, Internet tentaculaire, en fait, on a perdu complètement les frontières, on a complètement perdu cette notion de territoire. Donc je défie à quiconque dans la salle de me retracer le chemin, la vie d'un paquet, en fait, lorsque vous postez quelque chose sur LinkedIn ou je sais pas, sur Instagram, etc. Donc en fait, à l'échelle de l'Internet, à l'échelle du numérique, ces notions de frontières, de contrôle, elles sont vraiment, vraiment floues. Et c'est là où je trouve qu'il y a un paradoxe, et ce qui rend le défi de taille, en fait, d'adresser ces problématiques de souveraineté numérique. Donc c'est vraiment un sujet au cœur des débats, c'est certain, mais compliqué. Ouais, si je peux compléter, donc Cédric Cibot-Voisin, bonjour. Moi je ferai un parallèle tout simplement avec les assets de l'entreprise. Aujourd'hui, on le sait, recruter des collaborateurs c'est compliqué, c'est des assets pour l'entreprise. Et aujourd'hui, au travers du numérique, les entreprises collectent énormément de data et elles se doivent effectivement de les protéger, que ce soit contre des risques cyber, mais également contre des risques d'extraterritorialité, des risques d'attaque. Donc je pense que c'est un véritable asset, et ce qui n'est peut-être pas encore totalement perçu. Aujourd'hui, il y a vraiment un angle technique qui est abordé dans la protection de la data, et pas forcément un angle juridique ou business. Voilà, le dernier de la bande. Non, alors je suis aligné avec tout ce que j'entends. Après, nous, on va avoir une tendance à insister plutôt sur... quand on parle de souveraineté, on a une petite déformation quand même en France. On va très rapidement s'engouffrer dans les lois, dans le normatif. Là où finalement, dans le quotidien de la vie de l'IT de nos clients, finalement, c'est le cycle de vie
des différents composants qui va les intéresser. Quand je déploie en fait un système d'information, aussi complexe soit-il, je vais devoir choisir différents composants. Est-ce que je maîtrise ces composants-là? Quelle dette technologique j'accumule en fait en prenant des services clés en main, en prenant en fait des appliances, etc. L'essentiel est vraiment, nous c'est ce sur quoi on accompagne nos clients, c'est de se poser la question de la réversibilité, du cycle de vie et de la gestion de ce cycle de vie. Et en effet, c'est une utopie en fait de gérer l'intégralité aujourd'hui du moindre paquet, ça n'existe plus. Pour autant, on peut quand même garder le contrôle, garder la gouvernance des choix technologiques que l'on fait. Et aujourd'hui, c'est pas une mince affaire parce qu'il y a une diversité technologique au choix qui est quand même significative. Et c'est là-dessus qu'on accompagne nos clients pour faire le choix en connaissance de cause, faire ces choix en connaissance de cause. Et encore une fois, on insiste sur le fait que l'IT aujourd'hui, c'est rarement un bloc, c'est plus un puzzle dans lequel je vais devoir appliquer des choix technologiques et normatifs différents selon le périmètre. Alors on comprend bien qu'il n'y a pas forcément une définition de souveraineté. Est-ce que, éventuellement, pour faire plus simple, on peut considérer que la souveraineté a divers degrés? Par exemple, la maîtrise des technologies, la maîtrise des données, la maîtrise des infras? Je vais enchaîner parce que c'est la bonne transition. Oui, c'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a une souveraineté au sens légal du terme, au sens juridique. Dans une masterclass qu'on a fait tout à l'heure, c'est d'ailleurs ce qu'on cite. Tout le monde va parler de Cloud Act énormément. Quand on va parler souveraineté, quasiment tout le monde fait le parallèle avec le Cloud Act. Bon, faut savoir qu'il y en a quand même plus d'une dizaine d'autres lois qui existent dans d'autres pays, qui sont à peu près aussi restrictives, mais qui sont moins visibles, moins connues, puisque les hyperscalers sont américains. Pour faire simple, c'est à peu près ce qui se passe. Pour autant, une fois qu'on a passé cette layer-là, en fait, cette couche juridique, on va passer après, en effet, à la gouvernance et à la maîtrise, la souveraineté de la solution technologique que l'on va poser. Et là, encore une fois, il ne faut pas se tromper de débat. En tout cas, de notre point de vue, il ne faut pas se tromper de débat, de se dire d'où vient la technologie que j'installe. C'est peut-être pas la bonne question. La bonne question, c'est de savoir est-ce que je la maîtrise? Est-ce que j'ai des alternatives et est-ce qu'ils sont basés sur des standards? Est-ce que c'est purement propriétaire de bout en bout et que je n'ai pas d'autre choix demain? Et surtout, est-ce que j'ai une dépendance, troisième couche, à leur grille tarifaire? C'est cet assemblage-là qui permet en fait aux clients aujourd'hui de se dire je vais maîtriser le coût de mon environnement, je vais maîtriser les composants techniques de mon environnement, et donc je vais pouvoir maîtriser la localisation et globalement maîtriser l'ensemble de mon environnement. C'est vraiment ces trois couches-là qui s'additionnent. On comprend déjà un peu mieux cette notion de souveraineté, en tout cas telle que vous l'expliquez, William. Donc on rejoint aussi l'idée exprimée par Edouard d'autonomie opérationnelle, si je ne m'abuse. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des systèmes d'information sont déjà constitués. C'est très bien qu'il y aura très peu de systèmes d'information qui seront totalement français ou totalement européens, avec évidemment les risques qui peuvent peser par rapport à ce que nous avons dit jusqu'à présent. Est-ce que finalement la souveraineté ou l'autonomie opérationnelle, c'est pas quelque chose qui se prépare en termes peut-être d'analyse de risque? Si, c'est quelque chose qui se prépare. Évidemment, ça doit faire partie du modèle de menace. C'est dès qu'on démarre une activité quelle qu'elle soit, on a souvent tendance à le traiter par des aspects purement techniques, le service que je veux rendre, la donnée que je veux protéger, mais il y a tout un tas de dépendances qui existent et qu'il faut être en mesure de quantifier. Les services qui sont offerts par nos différents fournisseurs, la manière dont ils sont faits, toutes ces questions-là doivent être posées, et toutes ces questions-là doivent être intégrées dans l'analyse de risque, puisque c'est elle qui permettra à la fin de quantifier la menace et la réponse qu'on voudra apporter à cette menace, l'effort qu'on voudra y mettre, parce que peut-être qu'il y a des sujets où on va se rendre compte que l'investissement pour pouvoir traiter le problème, il est conséquent, ou que c'est pas la bonne approche pour pouvoir le traiter. Typiquement, c'est toujours la même chose avec ce terme de souveraineté. Il y a plein de manières d'adresser la problématique. Elles peuvent être juridiques, contractuelles. C'est d'ailleurs la manière la plus commune qu'on a de la traiter, mais
On peut aussi la traiter de manière technique, avec le chiffrement de la donnée, avec la gestion des flux, tout simplement. Il faut jamais voir la cybersécurité de manière générale dans un seul de ces approches. Elle est tout autant technique qu'organisationnelle. Et donc tout ça, il faut le prendre en compte. C'est à ça que sert l'analyse de risque, c'est justement se poser ces questions-là et de ne pas s'arrêter à uniquement les biais qu'on a développés par notre passé, par la connaissance qu'on peut avoir à un instant T, de se poser justement des questions qu'on se serait probablement pas posées comme ça instinctivement. Si je peux me permettre, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, nous, en tant qu'éditeurs, on est de plus en plus en permanence, entre guillemets, audité par nos clients pendant les phases de cette analyse de risque pour avoir le niveau de confiance, quel est le niveau de traçabilité, quel est le niveau de certification, quels sont les documents d'audit que vous pouvez fournir à nos clients dans ce contexte de confiance, parce que c'est ça dont on parle, plus que de savoir où est stockée la donnée, qui reste très très important dans un contexte souverain. Il y a cette notion de confiance, de partenaire de confiance, et comment les acteurs en fait réagissent dans cette dynamique-là pour diminuer le risque global et l'exposition cyber. Et si je peux compléter, moi je pense qu'effectivement on a peut-être un système d'information qui est établi, mais je pense que tout ça est en train d'évoluer. On le voit avec des réglementations qui évoluent comme NIS 2 qui va arriver ou DORA. Finalement, on va avoir le conseil d'administration qui va être de plus en plus exposé au risque cyber, là où auparavant le risque cyber était géré par le service informatique d'un point de vue 100% technique ou technologique. Et il va être de plus en plus exposé au conseil d'administration qui va l'adresser d'un angle plutôt business, d'un angle juridique. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne évolution. Effectivement, on ne va plus rester uniquement cantonné à la technique, mais on va vraiment avoir un angle business. Et encore une fois, le système d'information, il collecte énormément de data. Est-ce que c'est normal que ces data soient uniquement protégées sur un angle technique? Est-ce que c'est bien backupé, antivirusé, etc. Voilà, je pense que la question, elle est vraiment là. Je rejoins à 200% à ce point-là, c'est que c'est vrai que ça fait partie vraiment du cœur des discussions qu'on a avec nos clients. On a une déformation parce qu'on est informaticien, donc en fait on essaye de tout résoudre par l'informatique, et on se rend compte que notamment avec les nouvelles réglementations, le sujet il s'étend de plus en plus au métier. Et c'est côté métier qu'on va assurer aussi une résilience, qu'on va assurer une souveraineté, et l'association des deux est systématique. J'allais dire quasi, mais elle est systématique. Et aujourd'hui, on le voit, même au niveau des directions informatiques, c'est très compliqué de les sensibiliser sur ce type de sujet. Et alors au niveau du conseil d'administration, ça l'est encore plus. C'est bien pour ça qu'il est bien prévu des sanctions. Finalement, c'est imposé au conseil d'administration de se pencher sur le sujet. Ouais, ça va même au-delà de ça, parce que j'ai vu que dans la NIS 2, c'est un article qui est clairement écrit, on demande cette fois-ci l'engagement de la direction générale dans la fourniture des moyens. Donc on ne demande plus au simple technicien dans son coin de faire sa revue de risque et de valider ses risques dans son coin, et peut-être que si la direction générale est de bonne humeur, elle aura les moyens qu'il faut. Là, du coup, la direction générale, elle est objectivée dessus. Et elle peut être punie aussi. Et le meilleur exemple autour de ça, c'est l'exigence, par exemple, de démontrer qu'on est capable d'avoir une reprise d'activité. Et c'est là que le lien juridique, malheureusement ou heureusement, ça dépend sous quel biais on le prend, est devenu indispensable. C'est parce que comme les décideurs vont être contraints à devoir aussi s'engager sur le respect de cette réglementation, ils ne peuvent plus s'appuyer uniquement sur des challenges techniques auprès de leurs équipes, qui de toute façon pour monter un PRA ont besoin de moyens, soit des moyens logiciels, soit des moyens matériels. Parce que l'idée, si je comprends bien, c'est que NIS 2, avec toute cette dimension opérationnelle, organisationnelle qui est abordée dans le texte, peut contribuer donc à plus ou moins associer ce côté souveraineté et résilience. C'est exactement ça. Après, ce qu'il faut voir, je vais être un peu l'oiseau de malheur, désolé, mais NIS 2, à notre sens de la veille que l'on mène, c'est le premier round d'endurcissement juridique en Europe.
Concrètement, c'est l'association entre les règles de l'ANSSI, les homologues de l'ANSSI en Allemagne, etc. On est en train de faire un durcissement juridique parce qu'il y a eu trop d'excès. Et concrètement, c'est l'actualité, malheureusement essentiellement anglo-saxonne, parce que c'est souvent eux, les GAFAM, etc. Que ce soit ce qui a pu se passer autour des players comme Facebook sur la fuite de données, ce qui a pu se passer sur des dérives juridiques auprès de différents players, ça a créé cette volonté de faire un durcissement juridique. Le challenge que l'on a au quotidien de notre côté, c'est de pouvoir proposer des réponses techniques à des contextes juridiques. De base, ça devrait être antinomique en fait. On devrait s'inscrire, nous, dans un cadre de loi, mais on ne devrait pas avoir de contraintes techniques à une réponse juridique. Ça ne peut pas être si simple que ça. Donc NIS 2 est là pour accompagner justement cette notion de durcissement. La liste des exigences est étoffée. Maintenant, dans l'absolu, pas de panique. Un respect de NIS 2, c'est finalement, il y a un écosystème d'acteurs, un bon échantillon là autour de la table, qui propose justement les accompagnements autour de ça pour que ce ne soit pas le client final qui ait besoin de fabriquer en fait un contexte NIS 2. Il a besoin de s'appuyer sur des environnements qui vont être compatibles avec ça. Je crois qu'il y a une autre dimension qui arrive, c'est que, aujourd'hui, l'aspect résilience, l'aspect souverain, il est essentiellement abordé sur un angle technique. Aujourd'hui, le risque, il est vraiment en train d'évoluer. On le voit à travers les élections où il y a des risques d'ingérence, d'accord ? Donc, je pense que le sujet, il est aussi là. C'est-à-dire que les sociétés ou les administrations doivent prendre conscience qu'il faut protéger leurs data parce qu'elles peuvent être exploitées, effectivement, à des fins d'hameçonnage ou de rançon, etc., mais aussi à des fins d'espionnage industriel. Et ça, aujourd'hui, le risque, il n'est pas bien identifié et aujourd'hui mal couvert. Alors, la souveraineté, c'est quand même une notion qui est surtout politique. Est-ce que, avec l'arrivée de ces textes, NIS 2, DORA, etc., on sort un petit peu le politique de la notion de souveraineté, peut-être pour entrer justement plus dans l'autonomie stratégique, opérationnelle? Moi, je dirais qu'on met un socle commun sur un niveau de certification. Il faut montrer patte blanche. Là, je pense notamment, qui me vient à l'esprit, le Cyber Resilience Act. Pour toute société non européenne et qui veut vendre dans le marché de la communauté européenne un appareil digital, donc ça peut être très très large, numérique, et bien, ils doivent passer ces certifications. Tout ce qui est EU Common Criteria, donc à un moment on va s'accorder au niveau de l'Europe sur un niveau de certification sur les équipements informatiques. Donc je pense qu'il y a une volonté de vraiment d'homogénéiser en fait, au sein de la communauté européenne le niveau de sécurité numérique. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Après, aujourd'hui, on entend des choses, sur EUCS, aujourd'hui, on enlève le niveau le plus élevé récemment cette semaine, là j'ai vu. Donc ça, on peut se poser la question, pour revenir aux politiques, quel serait le poids de la France d'aller rebattre un peu les cartes pour dire voilà, nous on a besoin d'un niveau beaucoup plus élevé en termes de protection souveraine. Et autant sur des sujets comme NIS 2 ou DORA, les règles sont relativement claires en termes de reporting, en termes de process, etc. Autant sur la souveraineté, honnêtement, lorsqu'on regarde la doctrine, les recommandations, ça reste super flou. Ils ont tenté de clarifier cet été. Honnêtement, moi j'ai regardé les textes, d'accord. Bon courage pour interpréter et comprendre à quel degré ma donnée est sensible. Il n'y a pas de garde-fou. Donc, et c'est aujourd'hui un vrai sujet. Oui, non, c'est effectivement ces textes-là, et je pense que c'est une volonté effectivement de ne jamais aborder ce thème de souveraineté, parce que d'un État à un autre de l'Union européenne, la définition même de la souveraineté, elle est complètement différente, et la manière de l'aborder n'a rien à voir du tout, parce que les États sont aussi plus ou moins dépendants d'hyperscalers qui vont sur lesquels forcément une définition plus ou moins précise va peut-être aussi les mettre en défaut. C'est un vrai problème à la fin pour eux. Donc ce mot-là, quand on voit au niveau européen, c'est vrai que c'est un mot que personne ne veut vraiment utiliser parce que c'est un mot finalement qui fait peur. Mais quelque part, peut-être que la clé de tout ça, c'est effectivement de parler de sensibilité de la donnée, définir la sensibilité des données et de regarder
Et encore une fois, on en revient à cette histoire d'analyse de risque. C'est en fonction du niveau de sensibilité de ma donnée, qu'est-ce que je vais mettre en face comme mesure pour protéger cette donnée-là? Oui, alors je suis complètement d'accord. Et je dirais, alors, encore une fois, c'est un point de vue, hein, c'est échange de points de vue. Je pense que l'obsession réglementaire au niveau européen maintenant, parce qu'on ne peut plus parler de réglementation française, hein, c'est européen, en effet c'est incompréhensible, sauf à être juriste, je pense que même eux ont quelques doutes parfois, oui. Ils attendent plus des jurisprudences parfois pour pouvoir trancher sur certains dilemmes. En réalité, de l'analyse qu'on peut en faire, c'est une réponse des institutions européennes en fait, à l'absence d'investissement pour réellement créer en fait, des concurrents. Dans les faits, malheureusement, la situation elle est assez terrible. Il y a une avance qui a été prise par des géants américains qui sont là de longue date, ça ne date pas d'hier, et qui aujourd'hui en fait crée une situation. On a une espèce de situation de défiance due à la géopolitique mondiale, d'où ce qu'on disait tout à l'heure avec les menaces étatiques, etc. Aussi bien pour de l'espionnage industriel que de la cyberattaque pour déstabiliser. L'ingérence politique qui est quand même très significative. L'Europe face à ça, à défaut de se dire créons un cloud européen et posons 20 milliards d'euros sur la table pour le faire, non, on lance des micro-initiatives et la réalité aujourd'hui c'est que c'est nos industriels européens qui, avec façon de parler de leurs petits bras, doivent sortir des clouds dignes de ce nom. Donc c'est une réponse juridique à un problème économique. Ça fait rarement bon ménage. Il y a quelques années, il y a eu un projet de cloud souverain justement qui a fait un petit peu tomber en désuétude justement le terme souverain pendant plusieurs années, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, il y a un peu un retour en grâce justement de cette notion. Vous l'expliquez comment? C'est justement le contexte géopolitique? Nous, on l'explique pour nous, c'est multifactoriel. Il y a un contexte de géopolitique constaté, hein, en tant que citoyen, on le voit bien dans les actus tous les jours, qui est tendu, qui a rarement d'ailleurs été aussi tendu, en tout cas pour les nouvelles générations. Maintenant, c'est presque un raccourci de pointer ça du doigt. Le contexte géopolitique, il est lui-même une conséquence en fait d'une dégradation économique. Et c'est cette dégradation économique, ce changement de compétition, ce changement en fait de prisme mondial qui fait qu'aujourd'hui, un continent comme l'Europe, tout comme les États-Unis, aujourd'hui, on est plus challengé qu'avant par des puissances montantes. Et ça crée cette situation dans laquelle je pense que les institutions se questionnent. Elles se questionnent et aujourd'hui, ce projet de cloud européen, malheureusement, il n'a pas abouti. Et je pense qu'il n'a pas abouti pour les mêmes raisons que ça a mis beaucoup de temps à concevoir un Airbus. Il nous manque le Airbus du cloud. Effectivement, moi je pense que si on regarde d'autres sujets qui n'en étaient pas, aujourd'hui on parle de souveraineté agricole, on parle de souveraineté industrielle, on parle de souveraineté pharmaceutique, d'accord ? Il y a 10 ans, c'était pas un sujet, hein. On était tous internationaux, voilà, on commande en Chine, aux US, en Russie, en Ukraine, tout circulait extrêmement bien. Et puis on s'est rendu compte, au gré de quelques crises, que ça coince. Et quand ça coince, les impacts sont forts. Plus de médicaments, plus de blé, etc., etc. Donc on peut se poser la question vis-à-vis du numérique. Aujourd'hui, effectivement, l'économie américaine est très forte dans ce domaine, notamment. Donc quel est notre degré de dépendance vis-à-vis des techno américaines? Aujourd'hui tout va bien, mais si demain il y a effectivement des virages, quels sont les impacts? Et puis il y a le Covid aussi qui a largement accéléré cette prise de conscience, où là on s'est rendu compte des interdépendances, et qu'effectivement quand tout est fermé, tout est clôturé, qu'il n'y a plus de circulation de rien du tout, et là cette fois-ci ça y est, on y est dans le blocage total. Alors, ça a été moins vrai pour le numérique, mais effectivement, ça a été vrai pour tout un tas d'autres secteurs d'activité qui ont impacté le numérique, hein, parce que le Covid, on en paye encore aujourd'hui les pots cassés, puisque il y a quand même toujours une pénurie assez forte sur les semi-conducteurs. C'est difficile d'avoir tous les matériaux qu'on veut. Je ne sais pas si certains ont acheté des voitures neuves récemment, mais on est quand même encore sur des délais de livraison qui sont au minimum de 6 mois. Et voire, quand on n'a pas de chance, qui peuvent aller jusqu'à 1 an. Donc tous ces effets-là, toute cette dépendance-là, toute cette centralisation finalement autour de quelques acteurs répartis dans différents pays, c'est effectivement un maillon faible, c'est ce qu'on appelle un single point of failure. Le jour où ça ne fonctionne plus, on a tout un pan d'activité qui est complètement bloqué.
Oui, je rajouterais, en fait, pour moi, en fait, c'est pas binaire, en fait. La souveraineté numérique, elle n'est pas binaire. Parce que c'est très difficile d'aller chercher, je ne sais pas, dans un rack, dans un serveur, quelle est la résistance, le condensateur, le capteur de température, où c'est qu'il a été produit. Est-ce que le sable, il vient de Corse ou je sais pas, de Belle-Île, par exemple, je ne sais pas. Donc, en fait, le point, c'est la notion, encore une fois, de transparence, en fait, de confiance et de transparence qu'on doit définir. On doit définir un cadre de confiance dans l'industrie, avec les éditeurs. Alors après, bien évidemment, il y a des ingérences politiques, il y a un contexte géopolitique compliqué, des ingérences, il y a de l'open source, il y a de la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement qui a poussé aussi NIS2 à émerger. Donc, mais toutes ces capacités qu'on a à ouvrir, à auditer, à tester, de telle sorte à avoir ce niveau de confiance qu'on accepte en fait, qu'on accepte. Guillaume Poupart, tu parlais de Guillaume Poupart tout à l'heure, il avait dit en 2022, quand il était directeur de l'ANSSI, directeur général, il disait, en fait, il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été dites au niveau de la souveraineté. La souveraineté, c'est pouvoir et savoir maîtriser son destin numérique en fait. Et je pense que c'est une belle illustration de ça ne veut pas dire qu'on va mettre en place les moyens qui vont permettre d'aller capter cette confiance qui est requise. Mais c'est pas simple. Complètement. Et rapidement, je pense qu'il ne faut pas que ça galvaude non plus. Une des raisons pour lesquelles c'est un retour en grâce, pour reprendre la phrase, je pense qu'on est aussi, on s'en rend pas compte quand on travaille dedans. C'est intéressant de sonder l'extérieur. On est dans une explosion numérique comme jamais. C'est aujourd'hui exactement ce que tu disais sur tous les secteurs qui peuvent être concernés dans différentes industries, pharmaceutique, l'agriculture, c'est parce que le numérique est partout. Les États sont en train de se rendre compte que s'ils n'ont pas de maîtrise numérique, ils n'ont pas de maîtrise industrielle, ils n'ont pas de maîtrise économique, et donc ils n'ont pas de maîtrise politique. C'est le gros changement qu'on a par rapport à il y a une vingtaine d'années. C'est que le numérique était bel et bien là, il était déjà présent. Il suffit de voir en fait les courbes d'investissement, l'évolution des courbes d'investissement sur les 10 dernières années, c'est en plein boom. On rajoute à ça l'IA qui arrive là et qui est même en train de remettre en cause certains métiers qui vont devoir évoluer, etc. Les États sont confrontés à ça. Et n'oublions pas qu'un État, son rôle n'est pas forcément d'être expert technique. Donc ils ont un vrai challenge. Alors les États, d'accord, mais vos clients, est-ce que eux, ils en ont conscience ? Ils sont aussi face à un challenge parce que ça va dépendre. Nous, on est intégrateur, donc en fait, on va couvrir des typologies de clients qui sont d'une diversité extrême. On va avoir des personnes dont le cœur de métier c'est de l'IT, des petits ISV par exemple, et on va avoir en fait soit des grands comptes publics dont le métier c'est de faire de l'administration, soit des grands comptes privés dont le métier c'est de faire du parfum ou de faire du transport logistique. Et en fait, ces gens-là, on revient aussi à un sujet terre à terre. Je vais paraphraser un des DSI que j'avais rencontré il y a 2 ans qui m'avait dit moi, mon métier, c'est réellement de faire de la cosmétique. Si je pouvais le faire sans un ordinateur, ça me va. Mais il n'a plus le choix. Et donc, en fait, il se sent... c'est tout le rôle en fait, que nous, on essaye de mener, c'est de suffisamment simplifier, suffisamment orienter pour que ça ne devienne pas, que l'informatique ne devienne pas une contrainte, mais qu'on reste en fait sur un outillage qui doit répondre à un besoin métier. Mais la proximité des deux est devenue tellement fine que c'est un challenge aujourd'hui. Et le choix aujourd'hui de la souveraineté, il y a tellement d'actualités dessus, il y a tellement d'acteurs sur le marché, il y a tellement aussi tout et son contraire. Et en effet, comme l'avait dit Guillaume Poupart, il y a quand même beaucoup de bêtises aussi qui ont été dites, mais de part et d'autre pour le coup. Voilà. Vous rajoutez à ça la confusion sur la réglementation, puisque en tant qu'Européens, on est confronté à... On a un grosse com sur la réglementation. Donc un matin, ils entendent qu'il y a un acteur comme Outscale qui est SecNumCloud. Tout le monde se dit, formidable, enfin, on a une solution. Et puis, il va se passer, alors c'est pas le surlendemain, mais aujourd'hui, je me retrouve face à des clients qui disent, mais ils font quoi au niveau de l'Europe? Parce qu'ils sont en train de dire que peut-être qu'AWS va avoir l'assertif aussi. Et là, ça crée une confusion dingue chez nos clients, et notre rôle, c'est de leur expliquer, alors prenez pas la souveraineté par rapport à un tag. Ne le prenez pas par rapport uniquement à de la réglementation. Prenez tout ce qui est à côté. Et un Outscale, c'est pas que un tampon SecNumCloud, c'est un tampon SecNumCloud d'un player français qui vous rajoute tout un tas de modules de souveraineté, de capacité architecturale, etc.
Pour compléter, enfin nous on est côté éditeur, donc on a besoin des intégrateurs, mais on est éditeur. Et effectivement, moi je le vois avec nos clients. Aujourd'hui, moi je vends en on-premise ou je vends en SaaS, et en SaaS, je vends en SaaS lambda ou en SaaS qualifié Secnum Cloud. Très sincèrement, il y a très peu de compétences ou d'awareness chez nos clients. Aujourd'hui, on est vraiment dans un processus d'évangélisation. On est consulté sur des gros projets, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. L'angle sécu, il est uniquement abordé d'un point de vue PRA, antivirus, etc. etc. D'accord ? Donc lorsqu'on vend un système d'IT Service Management où c'est finalement un logiciel pour gérer l'informatique, donc on se retrouve quand même au cœur du système, et qu'on leur pose la question, la première réponse c'est non, on n'est pas concerné. Bon, et puis on commence à creuser. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a toutes les données des collaborateurs, il y a tous les assets, il y a toutes les configurations. Et puis, on le sait, les outils ITSM de plus en plus vont sur les métiers. Le SM, donc les processus RH, la finance, le juridique, le business. On a signé là, un gros gestionnaire, je ne peux pas citer son nom, mais d'infrastructures aéroportuaires en France. Bon, voilà, commence par un A. Voilà, donc il y a un projet CMDB, et effectivement, et la grille de sécu, elle était, comme je vous l'ai dit. Puis on a commencé à creuser. D'accord, mais vous allez mettre quoi dans votre CMDB ? Il y a tout le SI, puis il y aura le SI industriel. Ah ouais, c'est quoi le SI industriel ? C'est le système radar. Bon voilà, système radar, c'est militaire, et effectivement, la souveraineté s'est imposée. Mais il n'y avait pas forcément le déclic côté client. Et ça, cette réflexion, ou du moins ce cheminement, on l'a avec chaque client. Où on est obligé d'en parler, d'aborder, et de dire, voilà, quelles sont les données que vous avez dans votre système, qu'est-ce que vous en faites, c'est quoi la finalité, d'accord ? Et on ne dit pas que c'est obligatoire, on dit simplement, en fonction de la sensibilité de la data, oui, vous êtes exposé ou pas. Ouais, c'est souvent le cas dans les projets qu'on est amené à voir. Beaucoup des prospects qu'on peut rencontrer voient un peu le cloud comme une baguette magique qui va résoudre tous leurs problèmes. Alors, ça va leur résoudre certains problèmes, évidemment, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Et en fait, souvent, on se rend compte que effectivement, que les bonnes questions ne sont pas forcément posées. Et donc, c'est à nous aussi d'accompagner et de creuser avec le futur client pour bien comprendre son contexte, parce qu'effectivement, d'une plateforme à une autre, le cloud souverain, le cloud international ou un cloud privé, les besoins ne sont pas les mêmes parce qu'on ne stocke pas les mêmes types de données. On a des clients qui viennent nous voir en disant « c'est bien, vous avez un tampon ISO 27001, c'est bon pour nous, ça va résoudre tous les problèmes ». Alors non, je vous invite quand même à regarder les périmètres de certification pour vérifier qu'ils couvrent bien ce que vous cherchez. Je vous invite à vérifier que... En fait, c'est pas juste parce qu'on affiche des choses sur notre site web qu'il ne faut pas se poser des questions et discuter ensemble. Il y a un besoin de transparence. Eric en parlait tout à l'heure, il y a un besoin de confiance. Cette confiance-là, elle se fait dans la discussion. On a des contrats qui sont là pour décrire un certain nombre de choses, des accords de niveau de service, etc. Ça n'empêche pas d'avoir la connaissance de comment c'est atteint. Alors, on ne va pas vouloir forcément s'engager contractuellement sur cette manière de faire parce qu'elle peut évoluer et on voudra garder le même niveau de service, mais on voudra peut-être faire changer des choses, améliorer des choses d'ailleurs pour le client. Mais c'est une discussion, il faut bien comprendre son contexte parce que derrière, après, tout ça va venir nourrir l'analyse de risque et on pourra choisir son fournisseur en disant « Ok, je choisis ce fournisseur-là parce qu'il m'apporte toutes les garanties par rapport à toutes ces questions-là où il ne m'apporte pas la garantie, mais j'ai une mesure qui me permet de gérer ça. » On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des personnes, une entreprise, je ne me rappelle plus de son nom, qui a perdu des données sur Google. Apparemment un incident malheureux chez Google. Il n'y avait pas de backup, lui-même n'avait pas fait de backup. C'est triste à dire en réalité, mais Google n'est pas magique. Ils peuvent perdre des données. Et une fois qu'elles sont perdues, malheureusement, elles sont définitivement perdues. Et donc ça n'empêche pas de le gérer et de le traiter dans son risque en se disant peut-être que certaines données très critiques, j'ai peut-être besoin de faire appel à un deuxième fournisseur pour ne pas avoir tous mes œufs dans le même panier. Et je vais juste faire un parallèle avec ce qui nous est arrivé avec certains de nos clients qui ont vécu des cyberattaques avec des SI complètement verrouillés pendant plusieurs semaines. On parle d'hôpitaux ou même de SN. Et il me racontait que finalement, la seule application qui était restée up, c'était la nôtre parce qu'en SaaS.
Et finalement, c'était ce qui leur avait permis de remonter le RSI parce qu'ils accédaient à toute la base asset, toutes les configs, tous les users, etc. Donc finalement, comme tu le disais, le fait de démultiplier permet de limiter finalement le degré d'exposition ou la capacité à rebondir plus rapidement. Et c'est vraiment un sujet clé, parce que c'est pour ça que quand on parle architecture souveraine, c'est très vaste en fait. C'est les sujets de backup qui ont concerné l'exemple que tu as donné sur Google. Une autre société française qui fait de l'hébergement, qui à un moment a eu un incendie et que les gens se sont plaints parce qu'ils ont dit c'est ça de prendre du service français, c'est même pas backupé. Non, vous ne l'avez pas payé en fait. Donc forcément, si on ne prend pas l'option, ça ne va pas marcher. Mais c'est des vraies questions de fond à se poser. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur le sujet des données. Déjà, la classification des données, il y a une loi, un RGPD, qui est parue il y a pas mal de temps, avec des menaces fortes, légales pour ça. On s'est vite rendu compte en fait d'à quel point la loi était déconnectée de la réalité opérationnelle en fait, des entreprises. Moi, toutes les entreprises qu'on a rencontrées qui sont confrontées à cette RGPD, tant bien que mal, ils se sont équipés d'outils pour les aider, mais en fait, on s'est rendu compte que vu les volumes de données, ça va avec la croissance que je parlais du numérique, mais ils sont incapables de prendre une unité, une mesure, une unité de ces données et de dire, celle-là, elle est publique, celle-là, elle est confidentielle, celle-là, elle est critique. C'est impossible. On se retrouve tellement avec des milliards de data que c'est impossible pour une entreprise qui a un patrimoine de récupérer et de faire retour arrière sur son patrimoine. C'est beaucoup plus éligible pour des nouvelles compagnies qui partent from scratch avec la nouvelle réglementation, et c'est l'histoire qui se réinvente à chaque fois. Et on parle que de données personnelles dans le cas du RGPD, je ne parle même pas du reste des données. Ouais. Il y a à peu près 3 minutes, Edouard parlait justement un petit peu du fait que la résilience, c'était pas juste des cases à cocher. Question, justement, Eric, Cisco, c'est une société américaine. Et oui. Comment est-ce que vous assurez vous êtes un maillon de cette autonomie opérationnelle pour vos clients sur le marché européen et surtout français? Combien de temps? Là, ça commence à devenir un petit peu court. Ça devient critique, ouais. Merci de la vraie question. Non, c'est difficile. Donc déjà, je le répète, nous, notre fer de lance, c'est on vend des solutions de confiance. Des solutions de confiance avec nos clients et on donne les moyens techniques, technologiques pour pouvoir vérifier, prouver cette confiance. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, oui, on fait tout et on est déjà on a les plus grandes certifications, enfin tout ce qui est RGPD, bien évidemment, on est conforme à cette norme-là. NIS 2, ça fait depuis plusieurs mois qu'on est prêt parce qu'on est soumis aussi à NIS 2 en tant que fournisseur de services dans le marché français et européen. Donc, deuxième point, on est vraiment extrêmement engagé sur la réglementation, ce que nous imposent les régulateurs, etc. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc ça donne un niveau de conformité. Et le troisième point, je dirais, c'est plus un ordre technologique, parce que qui dit résilience, pour moi, c'est vraiment, je prends un coup de poing, je tombe, mais je me relève et puis je suis toujours solide, quoi. C'est pouvoir résister à un acte malveillant qui peut mettre à mal mon IT. Donc pour faire ça, donc on se dit, d'un point de vue cyber, parce qu'il y a écrit cybersécurité là-haut, notre stratégie, elle est vraiment de verrouiller, entre guillemets, d'être présent à chacune des portes d'entrée du système d'information des clients. Donc on a une capillarité qui est assez importante. On capitalise sur la télémétrie remontée. On est fondamentalement convaincu qu'on ne peut pas être un acteur de cybersécurité digne de ce nom si on n'est pas un acteur de la data. Donc, je ne sais pas si certains... On a fait le choix de faire une acquisition d'une plateforme de données qui s'appelle Splunk il y a quelques mois de cela. Donc ça va dans cette histoire-là parce qu'on va aussi alimenter nos moteurs, nos modèles de machine learning, etc. pour être plus rapide dans la détection et plus rapide dans la réponse à l'incident. Donc voilà, ces trois plans, donc un point technologique que je viens d'expliquer, les certifications et le niveau de confiance. Avec ça, voilà, on essaie de... On vient de finir les Jeux Olympiques et là, on a travaillé main dans la main avec les JO, avec l'ANSSI. Et ça me fait penser à un point, d'ailleurs, je pourrais le dire, c'est qu'en fait, la cybersécurité, elle ne se joue pas seule, en fait. Elle ne doit pas être en vase clos. C'est un écosystème qui travaille ensemble. Et toute information doit se partager. Et donc, je pense que et on peut en être fier en France, parce que
même si souvent en France on est un petit peu négatif, hein, mais ça s'est super bien passé en fait. On a eu des incidents bien évidemment, mais c'est l'écosystème de Paris 2024 qui a fait que tout a marché ensemble. Voilà. Et voilà, donc la confiance, le régulateur français, l'ANSSI, l'Agence de la cybersécurité, on travaille main dans la main avec eux. On est fournisseur d'infrastructures critiques en France. Voilà, on ne montre pas de blanche et on est le plus honnête et le plus transparent et auditable possible. Et je vais même compléter parce que ça fait maintenant 14 ans que Outscale travaille avec Cisco. Et tout ce que j'ai dit pour nos clients qui aujourd'hui doivent faire attention à ce qu'ils achètent, ça s'applique aussi pour Outscale. Et en fait, ce travail-là, main dans la main, on le fait avec Cisco, on le fait avec tous nos fournisseurs, justement de bien comprendre et d'apporter une réponse cyber qui soit complète. On ne pourrait pas rendre le service qu'on rend aujourd'hui sans avoir ce dialogue avec Cisco, de comprendre ce qu'ils nous vendent et comment ça contribue à notre service et de pouvoir détecter et de gérer les risques de si jamais demain Cisco se retrouve dans une situation où quelqu'un venait à faire pression sur lui, de ne pas se retrouver bloqué. Et donc tout ce travail-là, on le fait avec Cisco de façon à mettre en place les solutions qui nous permettront de continuer à travailler demain. Parce que le SecNumCloud 3.2, avec ses mesures plus ou moins souveraines, en tout cas d'immunité au droit à l'extraterritorialité de certains droits, et le niveau A+, de UCS, globalement, ça ne change rien pour vous, Outscale, à vos partenariats avec les fournisseurs. Non, du tout. Et on parle beaucoup des mesures là, dans SecNumCloud 3.2 de protection contre l'extraterritorialité avec toutes ces mesures d'actionnariat, etc. Mais on oublie que dans SecNumCloud 3.2, il n'y a pas que ces exigences-là qui ont été ajoutées. C'est passé un peu plus inaperçu, mais pourtant, et j'en ai parlé au début, c'est tout autant important. C'est écrit mot pour mot hein, dans SecNumCloud, on parle d'autonomie opérationnelle. Parce que c'est ça le sujet. Et dans la relation fournisseur, le référentiel vérifie, et l'auditeur vient vérifier qu'effectivement il y a bien cette autonomie opérationnelle. Et que dans tous les cas, Outscale est toujours capable de rendre son service, peu importe ce qui se passera. Alors il y a plein de mesures techniques qui permettent de l'atteindre, hein, mais ça fait partie des points de vigilance du référentiel. Et cette information-là, très étonnamment, parce que politiquement elle passe plus inaperçue, a été occultée du référentiel, mais pour moi est un élément essentiel aussi de cette souveraineté. Merci beaucoup Edouard. Je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je pense qu'il est temps, même si on pourrait, je pense, encore passer 1 ou 2 bonnes heures à discuter du sujet, de prendre des questions, s'il y en a dans le public. Je vois qu'il y a 2 questions. Bonjour, merci pour votre intervention. Il y a un pan aussi qu'on n'a toujours pas abordé. La précédente session aussi, j'y ai fait référence, c'était tout le pan de l'éducation et de la sensibilisation des collaborateurs vis-à-vis de la cybersécurité. Parce qu'on le sait, les points d'entrée des attaquants, c'est souvent les êtres humains. Au final, c'est très peu les systèmes informatiques qui sont défaillants. Vous, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que un avis personnel, pourquoi pas? À savoir, est-ce qu'on donne assez d'importance à l'éducation vis-à-vis de la cybersécurité? Est-ce que les gens y sont intéressés? Est-ce qu'ils ont raison de ne pas y être intéressés, si tel est le cas? Alors moi je peux vous donner une réponse d'un point de vue éditeur. On est éditeur en mode SaaS, donc la réputation d'un éditeur en mode SaaS, c'est de faire en sorte que ces systèmes ne se fassent pas hacker. Donc effectivement, la sensibilisation de nos collaborateurs, elle est primordiale, et donc ça passe par des cursus de formation, avec des QCM, avec des tests, etc. Et ce, tous les trimestres. Donc, et sur différents sujets, que ce soit sur le hameçonnage, que ce soit sur le légal, que ce soit sur la technologie.
Donc oui, c'est un vrai sujet et aujourd'hui, l'ensemble de nos collaborateurs sont sensibilisés à ces sujets et c'est un sujet qu'on aborde en COMEX tous les mois. C'est la même chose chez Outscale et c'est un sujet que je place dans cette partie organisationnelle qui parfois est effectivement mis de côté. C'est très important effectivement de garder, d'avoir des parcours effectivement de formation, mais aussi de garder ses collaborateurs à jour. Donc c'est régulier effectivement de devoir mettre les supports à jour parce que les modalités d'attaque, les techniques, les technologies, tout ça évolue. Typiquement là on a un gros boom avec l'IA parce que l'IA donne des capacités finalement de recherche en vulnérabilité bien plus conséquentes que ce qu'on pouvait avoir avant. Alors aujourd'hui il n'y a pas de cas avérés d'IA malicieuse qui ont été mis en place, même si peut-être juste on n'est pas au courant. Mais c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Ouais, en complément, pour donner un œil intégrateur, c'est un gros sujet, hein, la sensibilisation. Au-delà même de la sensibilisation des collaborateurs, nous, on se retrouve de plus en plus à sensibiliser finalement plutôt du C-level, à les sensibiliser des directions sur l'importance en fait de mettre en place les bons processus d'entreprise, comment gérer correctement les secrets, comment gérer les accès physiques. On l'oublie souvent, hein, mais aujourd'hui, une entreprise, c'est aussi bien des accès virtuels que des accès physiques. Il y a rarement que du cloud. Hein. Et en fait, on serait surpris de voir le nombre de vecteurs d'attaque qui passent par de l'attaque physique. Parce que c'est pas sécurisé, parce qu'on ne met pas de lecteur d'accès, on ne vérifie pas, il n'y a pas de caméra, parce qu'on peut contourner en fait en étant à l'accueil, en se faisant passer pour un visiteur et finalement en fait on ne vérifie pas l'identité, ou encore en donnant beaucoup trop de liberté à de l'attaque interne. Donc c'est un sujet qui commence à être connu maintenant. Dans les vecteurs d'attaque, on voit souvent en fait des gros groupes étatiques, etc. Parce que c'est ce qui fait peur. C'est le cas. Hein. Ils ont une force de frappe qui est titanesque. Mais en fait, le nombre de sociétés qui peuvent nous appeler aujourd'hui pour venir remédier à une situation cyber où on se rend compte que ça ne vient pas du tout d'un gros attaquant, mais d'un salarié mécontent, d'un stagiaire qui n'est pas content parce qu'on ne l'a pas proposé un CDI, parce que c'était pour jouer, parce que c'était pour tenter, parce que tout ça, en fait, il y a une sensibilisation à faire auprès des collaborateurs, mais il y a une vraie sensibilisation à faire auprès des décideurs pour qu'ils puissent mettre en place les bons processus. Et encore une fois, le nerf de la guerre, les processus, c'est souvent des moyens. Merci. Bonjour, merci pour votre discussion très intéressante. Si je devais résumer un peu les propos que j'ai entendus aujourd'hui, en tout cas une partie, c'est qu'il semble y avoir une sorte d'ambiguïté dans les intentions du législateur sur les sujets de sécurité et de résilience. On a entendu Bernard Charlès ce matin dire qu'il déplorait le fait que certaines certifications ne soient pas plus exigeantes. On vous a entendu parler cet après-midi d'un durcissement d'une autre partie, d'une autre approche. Et très intéressant que c'était peut-être parce que c'était la réponse juridique à un problème économique. Donc là, on a dit peut-être qu'il manque un champion, il manque 20 millions d'euros, 20 milliards d'euros pour créer un AWS ou un GCP. Et donc ce serait potentiellement une solution à cette espèce de danse un peu... peut-être pas très clair sur les sujets de cybersécurité, de résilience, souveraineté européenne. Alors, deux questions. Est-ce que ce scénario des 20 milliards d'euros sur la table, il vous paraît envisageable un jour ? Est-ce que c'est une rêverie ? Est-ce que c'est quelque chose d'à peu près plausible ? Et deuxième question, dans le cas où ça ne le serait pas, à votre avis, à la louche, dans les 20 prochaines années, vers quoi on s'oriente à ce niveau-là? Est-ce qu'on part sur un durcissement, un allègement? Est-ce qu'on cède? Est-ce qu'on ne cède pas? Voilà. 1 milliard d'euros, bon courage. Vaste sujet. Non, pour répondre dans l'ordre. En effet, l'ambiguïté, elle est due au fait qu'ils essayent de durcir des règles face à un monde en fait qu'ils ne contrôlent plus. L'exemple qui a été cité, AWS, GCP, comment on fait notre champion AWS ou GCP européen,
Pour moi, c'est même pas vraiment la solution. Il suffit de voir les actus récentes, puisqu'en fait, la législation, elle est même en train de trancher sur des sujets comme Apple. On va avoir des iPhones qui vont sortir en Europe, qui ont, c'est une première mondiale, hein, qui vont avoir la particularité de ne pas être les mêmes que dans le reste du monde. Pour le DMA. Pour la partie IA. Et on va avoir des fonctionnalités auxquelles on n'aura pas accès. Donc même si on avait un champion du cloud, dans l'absolu, notre iPhone, on ne l'aurait pas eu forcément comme les Américains. Le sujet, je pense, qui se pose, c'est de savoir est-ce que les Européens sont dans une démarche à chercher une souveraineté absolue et à reproduire ce que les Américains ont mis 50 ans à créer. Alors, je vais donner un avis, il y en aura plein d'autres sûrement. Pour moi, c'est utopique. Je ne vois pas comment économiquement c'est faisable. En fait, il y a un sujet économique et puis il y a un sujet de courbe de temps, en fait. C'est le temps qu'on va mettre à le rattraper, ça veut dire que le reste du monde va avancer. Donc on se retrouve face à un problème. Il y a une autre réalité, hein, qui est que il n'y a pas que les Américains en fait qui sont dans la course à la technologie. Aujourd'hui, la Chine est une force de R&D titanesque face à l'Europe. Pour répondre à la deuxième question, la projection qu'on pourrait en faire, encore une fois c'est une projection, hein, c'est un exercice de pensée. Moi je pense que c'est pas résolvable dans ce sens-là. Je pense qu'en fait c'est résolvable si, je vais paraphraser ce que tu disais tout à l'heure, si à un moment on commence à revenir dans un monde dans lequel on arrête de penser qu'il y a des frontières en fait. Si on arrive à se faire une législation mondiale. Moi je pense que la législation elle doit être mondiale, elle ne doit pas être européenne. Et là ça pourra dire qu'on pourra peut-être par exemple, comme ça fut à une époque pour un STI microélectronique hein, par exemple, hein, qui a été un énorme acteur en France. Parce qu'il y a de la R&D conjointe, parce que des investissements croisés, et parce que en fait, finalement, une multinationale, elle doit avoir une empreinte aussi bien dans un pays que dans l'autre. Je pense que c'est ça qui permettra peut-être un jour d'avoir quelque chose de cohérent, mais la bataille légale, malheureusement, j'ai du mal à croire qu'elle puisse se durcir encore beaucoup. Ne serait-ce que pour nos clients. Hein. Là, c'est une réponse d'intégrateur. Il y a un moment, ça ne sera pas tenable. On risque d'endommager notre propre économie à force de mettre des restrictions. Donc ça veut dire qu'à un moment, il va falloir proposer une alternative aux gens. Alors, un consensus international, ça serait bien. Quand on voit la difficulté, ne serait-ce qu'au niveau européen, à se mettre d'accord, je pense que ça va être compliqué. Et puis surtout, on le voit hein, aujourd'hui, que ce soit les États-Unis comme la Chine ou la Russie, ils imposent leurs lois. Ils imposent leurs lois hein, par différentes mécaniques. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en Europe, on a toujours été ouvert, on a été toujours pour l'accueil, etc. Donc on a toute cette philosophie, toute cette façon de penser et qui fait qu'effectivement, on est dans la recherche du consensus et du bon sens. Nos amis de ces trois nations sont très business. Hein. Ils sont très business, très business. Hein. Et avant tout, s'ils pondent des lois, c'est pour protéger leur business. Hein. Ouais, je pense qu'effectivement, le problème, il est là. Il y a un moment donné, c'est pas ce qu'il faut rattraper notre retard, il va falloir peut-être s'accrocher à un moment donné à des technologies de demain, et cette fois-ci pas les lâcher, faire les bons investissements. On l'a raté pour le cloud. Voilà, la prochaine marche est l'IA. Peut-être qu'il faut juste pas rater l'IA une bonne fois pour toutes, et à partir de là, une fois qu'on aura relancé une dynamique business, en l'occurrence, peut-être qu'après on pourra rattraper les autres retards qu'on a. Mais si on continue à fuir en avant, à dilapider l'argent dans des petites micro-actions pour résoudre des problèmes, ça ne sert à rien. C'est à un moment donné, oui, on saupoudre, mais on ne résout pas le problème. À un moment donné, il faut dire, voilà, stop, on s'arrête là, on fait fructifier ça, on fait un saut de grenouille pour pouvoir avancer et avoir de l'avance. Et à partir de là, on pourra redescendre vers les couches du bas. Mais là, sinon, oui, effectivement, on va dans le mur. Un point complémentaire, parce que c'est intéressant comme point de vue. Moi, je crois beaucoup à ce que je vais appeler la plasticité humaine, en fait. La réalité, c'est qu'en fait, on évolue dans un domaine de contraintes, mais qu'en tant qu'Européen, je suis d'accord avec toi, aujourd'hui, c'est quand même permissif. En fait, je vais prendre un exemple de base. On est au courant de ce qui existe dans le reste du monde. Donc, du coup, on se dit, je pourrais faire comme ça. Voire, de temps en temps, on va cristalliser en se disant, je vais aller prendre le service auquel je n'ai pas accès à cause de la législation, et comme je ne l'ai pas, ils sont quand même pénibles. Moi, je pense qu'il y a un moment, il y a une vraie remise en cause, là, je ne vais pas faire de la philosophie à cette heure-là, mais il y a une vraie remise en cause aussi des choix, de la façon de travailler, de la façon d'approcher aussi l'outillage informatique.
C'est aujourd'hui, on est face à des nations business qui lead un peu ce monde-là depuis des décennies maintenant, et qui sont dans de l'innovation coûte que coûte. Et là où je trouve que le monde a changé, c'est que quand on avait des players du monde de l'infrastructure qui avaient de la R&D factuelle, enfin, matérielle, cas d'un Cisco. Cisco, on sait pourquoi on prend du Cisco. J'ai besoin d'un routeur, j'ai besoin d'un top of rack, j'ai besoin d'un cœur de réseau, j'ai besoin de tous ces éléments-là. Pour autant, il n'y avait pas une course effrénée sur le fait de sortir un nouveau protocole, une nouvelle norme encore, tous les 6 mois, faire de la nouveauté, il faut tout réinventer, c'est une révolution. Je trouve qu'on est aussi un petit peu peut-être pris au piège de notre propre consommation. Et je crois que ça y est, ça a atteint la tech, et que dès qu'il y a une nouveauté, il faut qu'on l'ait. Même quand fondamentalement, on n'en a pas besoin. Et c'est peut-être ça, finalement, la remise en cause, c'est qu'à un moment, mettre un périmètre de protection pour chacun, que ce soit du particulier ou du professionnel, ça va peut-être passer par une exception européenne qui est de dire on peut faire de la technologie autrement, en fait. Peut-être avec moins de fonctionnalités ultra innovantes, hyper open, mais en se disant, déjà avec ça, je réponds à mon job. L'IA est un super exemple sur ça. On a déjà des IA qui sont démesurées en puissance, et on continue en fait de se dire, j'ai besoin de plus. Mais est-ce que c'est pas justement le rôle de l'écosystème? Et est-ce qu'aujourd'hui, l'écosystème, il joue ce rôle ou non? L'écosystème, il joue ce rôle. Moi je suis un fervent défenseur des domaines de spécialisation qui travaillent ensemble. Et peut-être que le système de demain, parce que c'est ce qui fait le plus peur en fait, d'un point de vue légal, en fait, c'est l'hégémonie de certains acteurs. C'est ça la réalité qui fait peur. C'est aujourd'hui ce qui fait peur quand on va parler d'un hyperscaler, c'est qu'il a 170 services. C'est ça qui fait peur. C'est pas de se dire que c'est 170 players qui travaillent ensemble. Donc en fait, les 170 ne vont pas essayer de m'escroquer. C'est de se dire, il y en a un qui fait 170, tout est chez lui. Demain, sur une décision X ou Y, ou sur une faille X ou Y, on perd tout. Et c'est ça qui fait peur, c'est le côté hégémonique. Je crois qu'on a encore une question, juste à côté de vous. Je me lance, je ne suis pas journaliste, mais je pose des questions. On parlait de rattraper le retard, c'est ça, vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Est-ce que c'est pas un peu déjà joué? Si on regarde le nombre de papiers en termes de recherche publiés par la France, l'Allemagne, l'Europe, par rapport à ce que les États-Unis ou la Chine peuvent publier, on se rend compte qu'on est beaucoup à la traîne, quoi. Et est-ce que c'est pas justement le rôle de l'Europe de légiférer là-dessus et puis plutôt se concentrer là-dessus, tout en continuant la lutte, quoi, mais... Moi, je pense que plus on légifère, moins on agit. C'est ça le problème. C'est un investissement court-termiste, c'est-à-dire qu'on légifère pour bloquer quelque chose, un comportement qui ne nous convient pas, sauf qu'on est en train, nous aussi, de s'enfermer et de créer de plus en plus de contraintes. Et en réalité, le vrai problème, c'est Mistral, c'est une boîte qui a 1 an. Ils l'ont dit ce matin. Ils sont en train de faire quelque chose qui est quand même en France assez révolutionnaire, même si d'autres l'ont fait déjà à travers le monde. Ils ont besoin d'aide, tout simplement. Ils ont besoin qu'on les aide, qu'on investisse. Pas qu'on vienne légiférer, qu'on vienne leur bloquer l'agilité. Ils ont juste besoin de fonds pour pouvoir grossir. Et c'est ça que je voulais dire quand il faut s'accrocher à une technologie et aller à fond. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'était vrai il y a des années pour le cloud. Quand Outscale a été fondé, il y a eu plein d'autres initiatives, Numergy, pardon, et CloudWatt, qui ont été fondées. Toutes ces boîtes-là, elles avaient juste besoin à un moment donné qu'on les aide, pas qu'on leur mette la tête sous l'eau avec plus de législation. Il y a plein d'acteurs en Europe, pour le coup, des grands groupes qui ont des idées hyper innovantes et juste ils ont besoin de fonds, tout simplement. Moi, je vais vraiment confirmer, je suis éditeur français. Je suis éditeur français sur un marché qui est largement dominé par les Américains. D'accord, je suis sur le marché de l'ITSM, tous mes concurrents sont américains. Moi-même, dans le passé, j'ai travaillé à la concurrence chez les Américains, d'accord. Et on le voit, aujourd'hui, EasyVista, voilà, en France, on est l'un des leaders sur ce marché, en Europe également, et aux US, ça y est, on commence à avoir effectivement pas mal de références. Donc c'est un travail de longue haleine. Percer sur le marché US pour un éditeur américain, c'est très compliqué. Pour un éditeur français, pardon, c'est très compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, nous, éditeurs ou acteurs du numérique français, c'est effectivement de plus de moyens et d'être plus accompagnés. Et je pense que les clients ont un rôle à jouer également.
les clients ont un rôle à jouer également. Moi, j'ai eu quelques discussions un petit peu houleuses avec certaines administrations françaises, d'accord, qui prônent le franco-français et qui achètent 100% américain pour la même feature, d'accord, et je suis écarté et voilà, je suis pas retenu. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une part, à un moment donné, d'accompagnement et de volonté, tout simplement, à vouloir effectivement miser sur ces technos françaises qui finalement réussissent, mais on a besoin d'être fédérés, non pas au niveau français, mais au niveau européen. Juste éventuellement un dernier petit mot, parce que je crois qu'on va se faire mettre dehors. D'accord, je vois que la lumière s'éteint. Non, juste pour terminer, parce que ça me semblait important, pour moi, il y a un truc qu'il ne faut pas perdre de vue, hein, et c'est là où les dés sont pas jetés. Hein. L'innovation extrême que vont avoir les gros acteurs, notamment américains, parce qu'on parle souvent d'eux, il ne faut pas oublier qu'en fait, il y a peu de choses qui sortent de leur R&D native. Hein. La plupart du temps, il y a une énorme quantité d'innovation qui vient d'acquisitions extérieures. Hein. C'est leur sport national. Hein. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faudrait s'amuser à comptabiliser le nombre d'innovations de souches européennes qui sont aujourd'hui sur des acteurs américains. C'est absolument titanesque. C'est juste qu'ils vont chercher les levées de fonds qui leur permettent d'innover. Et il se trouve qu'aujourd'hui, dans ces nations business, c'est là-bas qu'ils les trouvent. Mais je pense que c'est pas... le volte-face est possible, parce que entre guillemets, le génie, on l'a en Europe. Ce qui manque, c'est l'administration qui suit. Eh bien, merci à tous les quatre, en tout cas, pour cette table ronde particulièrement éclairante. Et puis, très bonne soirée à tous.